Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Chloé, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, est coach et entrepreneur. Elle inspire et aide des milliers de personnes au quotidien, à travers sa communauté réunissant près de 250 000 personnes, mais aussi à travers les divers programmes qu'elle propose. Amoureuse de la vie, à la découverte de la joie et du bonheur et en constante introspection, la mission de Chloé, c'est de pouvoir redonner du pouvoir à ceux qui le veulent pour transformer leur monde intérieur avant de transformer leur vie. À la base, Chloé a fait des études scientifiques, elle voulait devenir née. Mais elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de contact avec l'humain. Elle a alors poursuivi des études de naturopathie, phytothérapie, tout en alliant communication et commercialisation. Elle est ensuite devenue directrice pour la moitié de la France dans l'industrie pharmaceutique et biologique, tout en pratiquant du fitness de manière intensive. Puis, son corps a lâché. Chloé a fait un burn-out. Elle s'est retrouvée paralysée et en arrêt maladie pendant plusieurs semaines. À cette époque-là, Chloé avait déjà une communauté sur les réseaux puisqu'elle partageait activement sa passion pour le fitness et son expertise autour de la nutrition. À la moitié de son arrêt maladie, elle s'est dit « Stop !» Cette mise en arrêt ne lui apporte rien. Elle a alors lancé son premier programme détox qui a immédiatement été un immense succès, au point de se demander si c'était légal de faire autant d'argent en une semaine. Et là, elle a réalisé qu'elle pouvait tout faire, que le champ des possibles était immense. Chloé, c'est aussi une nomade. Cela fait 3 ans et demi qu'elle n'a plus de chez elle. Elle voyage quasiment toutes les semaines. Elle avait décidé de partir 1 an en Australie avec son chéri, mais ils ne sont jamais revenus et n'ont cessé de partir à la découverte du monde. Dans cet épisode, Chloé est comme à son habitude authentique. Elle parle de son burn-out, dû aux limites qu'elle ne s'était pas posées et aux valeurs avec lesquelles elle n'était plus alignée, de son rôle d'entrepreneur, manager une dizaine de personnes et être constamment sous les projecteurs, de son quotidien de nomade, de sa mission et de ses routines qui lui permettent de s'ancrer où qu'elle aille. Comme l'explique Chloé, être à la tête d'une société, porter une mission, c'est jouer le rôle du soleil, c'est avoir la responsabilité de briller, et cela peut être épuisant. Mais elle a su mettre en place des clés, comme réguler son temps de travail, faire passer en priorité ses loisirs, ses moments de détente et de déconnexion, et surtout se foutre la paix. Bonjour Chloé. Bonjour Sandra, je suis très contente d'être ici. Mais c'est moi qui le suis et je vais te le redire encore 15 fois, mais je suis vraiment hyper honorée que tu aies accepté mon invitation. C'est pas rien d'avoir Chloé Bloom à son micro, vraiment. Donc j'espère que je vais gérer cette interview. Chloé, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour ceux qui te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Chloé. On me retrouve sur différents réseaux sociaux sous le nom de Chloé Bloom. J'aime à me présenter assez simplement, dire que je suis coach et entrepreneur. En fait, tout simplement, moi, je suis une petite nana amoureuse de la vie, à la découverte de la joie, du bonheur, en introspection constante et qui aime retransmettre voilà, ces phases d'introspection, ces déclics pour servir ma mission. Et comme j'aime à dire, ma mission, c'est vraiment de pouvoir redonner du pouvoir à ceux qui veulent, à ceux qui le veulent, pour transformer leur monde intérieur afin de transformer leur vie. Et puis ça va passer par plein d'outils différents, par des podcasts comme tu le sais, des retraites un peu partout autour du monde avec des techniques différentes d'introspection, de conscience modifiée, une académie en ligne d'épanouissement personnel, des coachings, des programmes, voilà, ça passe un peu par tout ça. Et puis je suis entrepreneur aussi, investisseur, je fais d'autres choses aussi qui ne sont pas forcément visibles sur les réseaux. Voilà, dans l'optique toujours de moi, de trouver de la joie, la paix et de la répandre aussi. Voilà. Oui, et aujourd'hui, tu as créé, on peut le dire, je pense, comme un empire un peu, hein. Tu inspires énormément de personnes. Tu es assez,
On te connaît, hein, Chloé Bloom, on est beaucoup à te connaître et bravo du coup pour ce que tu as réussi à faire et réussi à construire. Est-ce qu'on peut revenir j'aime bien dans mes interviews en général, on revient souvent, donc quelques années en arrière pour comprendre le parcours de la personne, et la genèse justement du projet, de tout ce business que tu as enfin plus c'est plus qu'un business, c'est une philosophie de vie, c'est ta vie finalement. Comment t'en es arrivée là et quel est ton parcours? Est-ce qu'on peut comprendre un peu, qui tu es, Chloé? Oui, oui, bien sûr. Alors, comment j'en suis arrivée là? Je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, je répondrais, bah, ça m'est un peu tombé dessus, tu vois? Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent ça aussi. En fait, moi, à la base, j'ai fait des études scientifiques après mon bac. Je voulais devenir née et spécialisée dans tout ce qui était botanique, etc. Puis je me suis vite rendu compte qu'en fait, bah, moi, j'avais besoin de contact avec l'humain, que être en labo, ça me suffisait pas. Donc, j'ai poursuivi mes études dans tout ce qui était plutôt naturopathie, phytothérapie, aroma, mais avec le côté aussi un peu plus communication commerciale, enfin l'aide vraiment dans la naturo. Après ça, je suis rentrée dans un labo pharmaceutique. J'en ai fait 2 et je suis devenue directrice sur la moitié de la France. Je manageais des équipes sur la moitié de la France dans l'industrie pharmaceutique et biologique. Donc, j'étais tout le temps dans l'avion, tout le temps dans le train, tout le temps à l'hôtel. J'étais jamais chez moi. C'était très, très difficile parce qu'à ça, j'associais aussi une pratique du sport qui était très, très intense, un régime très strict, plus ma vie de couple, etc. Et en fait, j'ai fini par péter un câble. J'ai fait un burn-out. Un jour, je pouvais plus me lever. Mon corps m'a dit stop. Mon mental aussi. J'ai été paralysée, complètement paralysée. Donc, j'ai été en arrêt maladie pendant 2 mois. Et puis, en fait, en même temps que j'avais ce job, je commençais à partager un peu ma, on va dire, ma conquête fitness, un peu mes entraînements, mon alimentation, etc. Donc, je commençais à avoir quelques personnes sur Instagram. Je crois que je devais avoir peut-être 8000 personnes, quelque chose comme ça. Et en fait, en plein milieu de mon arrêt maladie, je me suis dit, en fait, mais stop. L'arrêt maladie, là, ne sert à rien. C'est pas parce que tu te reposes que ça ira mieux. Si tu es dans cet état-là, c'est que c'est un gros signal d'alarme. Donc, au lieu de se voiler la face, en fait, là, stop. C'est maintenant que tu dois changer de vie. Donc, j'ai appelé ma DRH, mes collègues, etc. J'ai donné ma démission en me disant, je me rappelle encore de ce jour, j'étais sur mon canapé en me disant, bah écoute, si tu dois retourner faire du babysitting, promener des chiens, travailler à McDo, donner des cours de français, tu le feras. T'es full ressources en fait. Non mais Bien on a sûr. vraiment beaucoup de ressources et en fait on se fait toute une montagne de notre job en disant que voilà que c'est la fin. En réalité, on est capable de faire tellement de choses. Certes, j'avais un emploi cadre sup, très jeune en plus, super bien payé, très stable et tout, un CDI, bien sûr le Graal dans notre société. Mais en fait non, c'était pas ce qu'il me fallait. Et en fait, je me suis lancée. J'ai lancé mon premier programme en ligne qui était un programme que j'avais fait pour moi-même sur mesure de naturopathie de détox. Donc aujourd'hui, ça fait presque 5 ans qu'il est créé et qui se vend toujours et qui cartonne toujours. Ça a été un super succès dès le début. Et je me rappelle que le jour où je l'ai lancé, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, moi je suis entrepreneur, c'est vraiment bizarre quand même. Et je me suis même dit, mais attends, est-ce que c'est légal de faire de l'argent autant en une semaine? Vraiment, je me suis vraiment dit ça. Est-ce que c'est légal de faire de l'argent autant en une semaine alors que d'habitude je travaille 70 heures par semaine et que ça, c'est 3 mois de salaire? C'est Ah, bizarre, c'est est-ce que c'est incroyable. légal ou pas? Ouais, vraiment le gros déni, quoi. Surtout que j'ai vraiment personne d'entrepreneur dans mon entourage, dans ma famille, etc. Et voilà, ça m'est tombé dessus. Et de fil en aiguille, bah, en fait, je me suis dit, je peux tout faire, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc à chaque fois que j'ai une idée, j'ai voulu la mettre en place. Parfois, j'ai dû me calmer un peu parce que j'ai toujours 100 idées à la seconde. Comme je te Et comprends. voilà, je pense que c'est assez commun. Et heureusement que j'ai un associé qui me calme aussi, qui est beaucoup plus rationnel et posé que moi. Euh, et voilà, et de fil en aiguille, en fait, on a construit plein de choses ensemble. J'ai construit aussi des choses de mon côté seul, des choses avec mon chéri. Et voilà, et aujourd'hui, je dirais pas que j'ai un empire, mais je dirais que je suis en train de construire mon arbre tranquillement, en solidifiant bien mon tronc et en allant un peu développer les branches, on va dire. Et c'est fou parce que donc tu parles de ton associé justement, et ça c'est quelque chose que je pense, hein, peut-être que je me trompe, que
peu de personnes savent. Moi, la première, je ne savais pas, donc c'est un peu en faisant, quelques petites recherches un peu plus poussées avant de de faire, cette interview. Je vois que tu as un associé, en fait, depuis le départ et tu as même une équipe. Bon ça, je m'en doutais un peu, mais tu as une grande équipe, qui t'accompagne et c'est fou parce que c'est vrai que tu es constamment, sous les feux des projecteurs donc on n'a pas on pense pas, en fait, que tu peux avoir un associé ou toute cette équipe derrière, donc c'est complètement dingue et ce qui m'a marqué aussi, c'est que tu as commencé en fait, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, donc quand tu as commencé à monter, à développer ta boîte, tu as tout de suite eu ou très rapidement une équipe à tes côtés, c'est ça? Alors en fait, l'associé, je l'ai eu presque tout de suite, sauf qu'on n'était pas associés. En fait, c'était un de mes potes. On s'était rencontrés en soirée, tu vois? À l'époque, enfin voilà, j'étais dans mon CDI et tout. Lui, il faisait complètement autre chose, enfin voilà. Et en fait, c'est lui qui m'a dit dès le départ: «Mais Chloé, il y a un truc à faire avec le programme, détox que tu as, je pense qu'on pourrait le vendre en ligne» et voilà, on l'a Ah! professionnalisé. On a commencé tous les 2 parce que lui était beaucoup dans l'infoprenariat justement. Moi, pas du tout, j'étais encore, en train de faire des virements PayPal, et des j'envoyais des fichiers Excel par mail, tu vois? Génial. Donc heu, donc voilà et en fait ça a bien roulé et lui, il y avait déjà une personne qui bossait à ses côtés. Moi, j'étais vraiment toute seule et en fait, au bout d'1 an et demi, que ça roulait très bien, tous les 2, on a décidé de vraiment s'associer, de faire quelque chose ensemble. Les 2 premières années, je dirais, moi, j'étais toute seule. On était, après on a été que 2 avec, son assistante, qui nous avait rejoints. Mais je faisais tout, hein. Je faisais, de mes montages podcasts, vidéos, retouches photos, écriture de texte, programmation de newsletter, enfin absolument Ouais tout, et mise oui. en page, tout, je faisais absolument tout. Et puis non, en fait, c'est quand j'étais en Australie où je me suis dit: «Mais en fait, là, c'est plus possible, je bosse énormément, c'est génial, mais j'en peux plus» et le fait d'être exposée autant sur les réseaux sociaux, moi, ça me fragilise beaucoup. C'est très énergivore, donc je pense que je vais avoir besoin de m'entourer de quelqu'un. Et la première personne que j'ai pris à mes côtés, c'était une prestataire en tant que community manager. Et j'ai tellement kiffé déléguer, j'ai tellement kiffé Non, mais c'est déléguer, clair. genre le bonheur, Ah ouais, qu'en non, fait, mais je, qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, ensemble, on peut aller tellement plus loin, quoi. Et du coup, ben, en Putain, fait, ouais. ça s'est fait très vite. Et là, en 1 an et demi, je dirais, on est passé de 3 à 10 salariés seulement. Waouh, Enfin, même incroyable. pas de une salariée à presque 10 salariés. Et en comptant l'équipe au complet avec les prestats qui bossent quasi full time pour nous, etc., on est quasiment 30. Et ouais, ça s'est agrandi très vite, quoi. Donc, Ah, c'est ouais, incroyable. Bon, je t'avoue ouais, que ça me ouais. rassure parce que quand j'ai écouté, cette vidéo, je sais plus, si c'était, une interview que j'ai lue, et que j'ai vu que tu t'étais entourée de personnes très vite, j'ai commencé à me dire: «Oh là là, il faut que je recrute des gens, qu'est-ce que je dois faire? Merde!» Donc je t'avoue que ça me rassure. Donc tu as quand même tout géré, plusieurs années, donc pendant 2 ans toute seule, donc c'est bien, voilà, ça me rassure. Ouais, 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 avec mon associé heureusement et on est hyper complémentaires. Oui, Toute seule, j'aurais pas pu, mais en tout cas, lui faisait, toute la partie et fait toujours la partie vraiment marketing, opérationnel, admin et moi, c'est vraiment la partie, communication, vision, message, je porte enfin, c'est vraiment mes messages et je porte les valeurs de l'entreprise et la vision. Et du coup, on est hyper complémentaires et ça a vraiment été comme ça dès le début. Mais non, non, l'équipe, enfin, tu vois, j'avais pas de community manager, de graphiste, de photographe, pas du tout. Je faisais bien tout toute sûr, seule. bien sûr. Bah, c'est comme ça qu'on commence en général, hein. Mmh. Il y a pas de secret et tu parlais justement de ton burn-out, donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que, ben, parmi les invités des locomotives, on est beaucoup à avoir fait de burn-out. Moi-même, j'en ai fait un et c'était assez, c'était comme toi, c'était assez anxiogène dans le sens où, si tu veux, du jour au lendemain, j'ai fait un malaise, hyper bizarre avec des symptômes, très anxiogènes, tu vois? Des fourmillements dans le bras, dans le visage. J'avais vraiment l'impression que j'étais en urgence vitale, tu vois? Mmh. Donc j'ai été pas très bien pendant quelques mois et donc c'est pour ça que ça me touche beaucoup le fait que tu aies fait un burn-out et je voulais savoir du coup si le fait d'être entrepreneur aujourd'hui, donc moi je le suis depuis, 3 mois maintenant, c'est quand même assez stressant. Comment tu gères tout ce stress? Est-ce que tu as déjà eu peur peut-être de refaire pas un burn-out, mais de peut-être des angoisses comme tu as pu connaître, dans le passé? Oui, 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 bien sûr que j'ai de nouveau été confrontée à des choses comme ça. Le burn-out ne vient pas, d'une surcharge de travail ou ne vient pas juste d'un job ou d'une bosse. Ça vient toujours,
de limites qu'on ne se met pas à soi-même, de, de valeurs avec lesquelles on n'est pas aligné. C'est quelque chose de très profond. Donc, bien sûr, quand on en a fait une fois, on est sujet à en refaire et c'est pas que en changeant de travail que ça marchera. Tout à fait. Cependant, en fait, les premières années d'entrepreneuriat, je bossais comme une tarée et je regrette rien parce que je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé à en être là. Mais ça allait, je gérais bien. Et en fait, j'ai commencé à être très angoissée et très fatiguée, en fait, finalement, vraiment de manière énergétique et morale, à partir du moment où j'ai eu une équipe. Et ça, il y a peu de gens qui le disent, mais s'entourer d'une équipe quand on est la boss, déjà quand on est manager, quand on n'est pas dans son propre business, c'est pas facile de manager. Mais Ah quand non. on est la boss, entre guillemets, enfin, en tout cas la chef d'entreprise et qu'on a sa propre équipe et que c'est nous qui sommes à la tête de l'entreprise et qui devons prendre toutes les décisions, c'est juste éreintant. Ça peut être éreintant, ça s'apprend. Ça ne devient pas comme ça du jour au lendemain. Même si je savais manager, je ne savais pas être chef d'entreprise et manager en même temps. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée sursollicitée. Donc, en fait, Ah j'avais ouais. recruté plein de pompiers pour éteindre le feu partout. Sauf que tous ces pompiers, quand il y avait un feu, c'est moi qui venais voir pour me dire « Ok, Chloé, on fait quoi? On fait quoi sur le feu? Eh Elle est où la oui. lance ?» Ah là là. C'était un peu ça, quoi. Et du coup, je me suis retrouvée sursollicitée. Alors que, enfin, ma team, moi, je les aime, mais comme ma famille, j'ai trop d'amour pour eux, je les aime trop, ils font toujours du mieux qu'ils peuvent. Enfin, c'est beaucoup plus qu'une équipe. Voilà, il y a vraiment un lien fort. Mais c'est vrai que ouais, ça a été très difficile à certains moments de me retrouver toujours sursollicitée, en fait, de même plus avoir de limite entre Slack et moi, entre mon équipe et moi, à Ah mon répondre tout Dieu. le temps. J'avais plus, en fait, c'était impossible pour moi de réfléchir. Et j'ai frôlé un moment où je me suis vue éclater. J'avais envie de balancer mon ordi à travers la salle. Et je me suis dit, en fait, stop, là, j'en suis l'entière responsable, il faut que je pose mes limites. J'ai organisé du coup un séminaire avec mon équipe à Lisbonne. Je les ai tous amenés et je leur ai dit, voilà, écoutez, moi, il faut que je vous dise un truc que j'ai beaucoup de mal à assumer, mais qui, je sais, est sain. Je suis le soleil de l'entreprise, vu que je suis la leader qui est sous les projecteurs constamment. Déjà, c'est un Bien rôle sûr. qui n'est pas forcément facile pour moi, parce qu'à la base, j'ai commencé à vouloir être sous les projecteurs et petit à petit, c'est plus forcément ce que j'ai souhaité. Mais surtout, vu que je suis le soleil, mon rôle, c'est de devoir briller. Et malheureusement, si je suis constamment sollicitée et vraiment tirée de toutes parts, je suis épuisée, je peux plus briller, le business ne se portera plus. Et s'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de business, il n'y a plus de Chloé Bloom. Donc votre rôle, ça va plus être de tout le temps me drainer, ça va être de me protéger. Et ensemble, on a vraiment reposé toutes les limites en fait qu'il fallait, où je leur ai dit, écoutez, voilà, moi, je vais être joignable du lundi au mercredi, je vais poser tous mes appels avec vous, mes réunions avec vous, mes interviews. Voilà, aujourd'hui on est mercredi, c'est pour ça qu'on s'appelle. Demain, ça n'aurait pas été possible, tu vois, typiquement. D'accord. Et les jeudis, je suis joignable que par écrit, par Slack. Et les vendredis et les week-ends, vous m'oubliez. Je suis pas joignable, même s'il y a des urgences, je ne suis pas joignable. C'est du temps que je dois Génial. prendre pour moi. Donc j'ai vraiment scindé ma semaine comme ça. Je m'octroie vraiment des moments entiers aussi de déconnexion. Enfin, tu vois, quand je vais à des retraites ou quand je vais à des séminaires, ils savent qu'en fait, c'est pas la peine, faut pas compter sur moi. Et ça a été difficile parce que quand c'est notre propre business, c'est quelque chose que tu connais aussi sûrement, on a l'impression que si on n'est plus là, la Terre s'arrête de tourner, quoi. Qu'en gros, il va y avoir des boulettes et des trucs, Bien sûr, enfin bien voilà. sûr. Je Non pense qu'on mais c'est connaît un peu sûr. tout ça. Et en fait, il faut se dire, mais en fait, stop. Enfin, en fait, c'est pas une vie que de se mettre tout le temps qu'en fait, que devenir esclave de son business. Et il y a énormément d'entrepreneurs, et dont moi, ça a été le cas. Et à un moment donné, on passe le cap de quelle est la différence entre être au service de son business et être esclave de son business. Et on tombe très facilement là-dedans si on ne pose pas nos propres limites en se disant, en fait, attends, stop. Là, moi, c'est un jour où j'ai rien envie de faire. J'ai envie d'aller d'être sur Netflix, d'aller me faire mon yoga, d'aller me balader en nature. Je le fais, et tant pis, même s'il y a des choses qui sont importantes, je le recule aussi. Mon équipe, je sais qu'ils ont besoin de moi aussi, mais en fait, je dois les responsabiliser, qu'ils apprennent à faire des boulettes sans moi, qu'ils apprennent à trouver des solutions sans que je leur donne, et que je ne me rende pas joignable aussi à certains moments, parce que notre job, quand on est entrepreneur, c'est de purifier tout ce qui n'est pas aligné avec nous, tout ce qui nous entrave. Il faut bien se dire que si nous, on va pas bien, si nous, on n'a plus d'énergie, il n'y a plus de business derrière. On ne laisserait pas notre téléphone se décharger, c'est exactement la même chose pour nous. Il ne faut pas nous laisser nous décharger, en fait.
Ouais, tout à fait. Non, mais ça, c'est quelque chose, si tu veux, qui me parle beaucoup et que je me suis vraiment mis mes limites tout de suite. Alors c'est frustrant parce que, effectivement, toi, t'expliques que quand tu as lancé, ton 1 programme, ça a cartonné et que tu t'es dit: «Mais putain, mais comment on peut gagner autant de fric juste par soi-même? Enfin, c'est juste exceptionnel». Bon, bah, moi, je me dis pas ça. Moi, je me dis: «Putain, mais qu'est-ce que c'est dur! Qu'est-ce que c'est dur!» Et du coup, si tu veux, c'est pas mal de culpabilité, puisque mes journées sont assez courtes. Dans le sens où voilà, je me mets des limites aussi et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé parce qu'avant je gérais du coup, mon job, mon fils, mon projet et ma vie, donc ça faisait beaucoup et niveau stress, c'était, beaucoup d'énergie, négative, enfin pas négative, mais je pense que tu comprends de quoi je parle. Beaucoup Mmh. je sentais cette énergie qui me traversait et qui était beaucoup trop forte en fait, qui était pas douce, et bref, c'est pas possible en fait au quotidien de gérer ça. Du coup, mes journées sont très courtes et je culpabilise beaucoup en me disant: «Putain, mais je pourrais faire beaucoup plus et je le fais pas». Mais en même temps, je sais que, bah, je me protège comme tu dis, on est Mmh. le soleil de son business, du projet qu'on porte, donc si on n'est pas bien, bah, ce qu'on va créer, ça va pas être terrible. Donc c'est bravo en tout cas pour la routine que tu as mis en place et c'était justement une de mes questions, pardon. Je sais que tu as une routine de vie qui est hyper saine. Je sais que tu fais de la méditation, du yoga, que tu es végétalienne, enfin sauf si tout ça a évolué. Mais est-ce que tu peux justement rentrer un petit peu plus dans cette routine et nous expliquer exactement comment ça fonctionne, comment tes semaines se déroulent? Bien sûr, ouais, ouais. Hem, alors juste pour rebondir, parce que j'aimerais juste en profiter pour te dire Bien quelque sûr. chose par rapport à ce que tu viens de Oui, dire bien quand tu sûr. culpabilises, que tes journées sont très courtes. C'est comme je te comprends, comme, le travail de la culpabilité sur le fait de moins travailler pour moi a été très intense, douloureux, encore plus quand j'ai eu une équipe parce que, le fait de moins travailler parfois que ses propres collaborateurs, ça a été très difficile pour moi. En fait, il faut simplement se dire que, déjà la culpabilité ne te sert pas, mais c'est surtout qu'en fait, on a cette culpabilité par rapport à une deadline qu'on s'est fixée, un objectif Oui, de temps, d'atteinte tout à fait. de nos, voilà, de nos objectifs, alors qu'en réalité, tu peux faire exactement le même résultat, sauf que ça te prendra plus de temps, il faut être lucide. Et si tu veux réussir plus vite, oui, il va falloir peut-être bosser plus sur le moment ou vraiment passer plus de temps sur ta stratégie, etc., sur le moment. Mais en fait, si tu passes moins de temps, tu pourras faire la même chose, ça prendra juste plus de temps et c'est complètement OK, en fait. Donc voilà, il y a cette notion aussi un peu d'apprendre à se foutre la paix, à se lâcher la grappe, je pense, qui est assez importante. Voilà, c'était juste la petite parenthèse, parce que je pense qu'on est très nombreux à le vivre, cette Oh culpabilité. oui, complètement. Et du coup, pour répondre à ta question sur la routine, en fait, si tu veux, le truc, c'est que moi, donc ça fait 3 ans et demi que je suis nomade, que j'ai pas de chez moi, que j'ai pas de maison. En ce moment, je déménage toutes les semaines, donc c'est assez éreintant. Ah, incroyable. Ouais, c'est Bon assez d'ailleurs, difficile. c'était une de mes prochaines questions, hein, on va en Bon, parler. bah voilà, on en reparlera. Mais c'est vrai que c'est assez éreintant, assez difficile en tout cas à coupler avec une vie de businesswoman. C'est clairement, et de manager, c'est clairement un gros challenge. Mais ça se fait, voilà, j'en suis la preuve, ça se fait. Mais du coup, si tu veux, le fait de ne pas avoir de chez soi, tu es tout le temps dans des environnements différents. Alors parfois, on retourne à des endroits qu'on connaît, donc c'est plus facile de prendre ses marques. À d'autres moments, pas du tout. Et pour moi, si tu veux, le fait de m'instaurer une routine, ça a été aussi le moyen de me créer une ancre partout où j'irai pour me sentir chez moi, pour pas perdre mes repères. euh, et encore une fois, pour bien gérer mon stress. Donc ça a commencé aussi quand j'étais en Australie, où ça a été très dur au début pour moi, l'expatriation. Et en fait, je me suis dit, ok, bah, crée-toi une routine. Donc j'ai eu des routines matinales qui étaient très précises. Pendant un moment, je me réveillais tous les jours à la même heure. Un peu le Miracle Morning, si tu veux, c'était vraiment ça. Je me réveillais tous les jours, Ouais. 5h30, je faisais ma Ah oui, méditation, ma respiration, ma gratitude, mes écritures, mon yoga. Et ensuite, tac, je waouh. commençais ma journée. Donc j'ai eu ça. Et puis ensuite, c'est quelque chose qui m'a beaucoup moins servi parce que j'ai aussi accepté de laisser entrer beaucoup plus de flexibilité et d'incertitude, surtout dans ma vie. Donc maintenant, j'ai une capacité d'adaptation et de flexibilité qui est juste énorme. Et du coup, c'est hyper pratique aussi. Si tu veux, maintenant, voilà, au bout de 5 minutes, je m'ancre, c'est nickel. Mais je garde toujours en fait des habitudes qui font que peu importe où je suis, peu importe les circonstances, peu importe le chaos, je prendrai toujours soin de moi et je trouverai toujours une bulle de paix. Donc pour moi déjà, il y a des choses qui sont super importantes, c'est que tous les jours, tous les jours, tous les jours, je pratique de la respiration.
Alors ça va être différents types de respiration, mais souvent il y a des respirations typiques dès que je me lève le matin qui sont vraiment faites pour booster les niveaux d'énergie, pour booster l'humeur, etc. C'est quelque chose que je fais aussi avec mon chéri. Donc voilà, on a beaucoup cette pratique de la respiration. Je peux en faire le soir aussi avant de m'endormir pour canaliser mon stress. Ou tu vois, hier, j'ai eu une énorme montée de stress suite à une mauvaise nouvelle dans mon job. Donc je me suis mis debout face à la mer et j'ai pratiqué 10 minutes de respiration hyper intense pour vraiment m'apaiser. Donc il y a toujours cette pratique de respiration qui me suit un peu partout. Il y a toujours la pratique de la méditation. Si j'ai choisi ce style de vie, c'est pour être hyper connectée à la nature et pour choisir où je veux vivre. Donc pour moi, il n'y a pas meilleur endroit que dans la nature pour méditer, donc je le fais tous les jours. C'est aussi un moment pendant lequel je prends le temps de visualiser des racines qui poussent sous mes hanches pour me dire, ok, là, je suis dans un nouvel endroit que je ne connais pas, mais je m'ancre, je suis quand même chez moi, j'ai quand même de la stabilité, je suis quand même ancrée. Et je prends vraiment ce temps de tout le temps faire cet ancrage dans tous les nouveaux endroits où je vais. Ça permet vraiment en fait déjà de bien travailler le chakra racine, mais vraiment de s'ancrer et d'apporter de la stabilité, plutôt que d'être tout le temps un peu perdu, d'être un peu stressé parce que c'est nouveau, on ne connaît pas, on n'a pas nos repères. Et puis, forcément, pratique du yoga et du sport tous les jours, n'importe où je vais. Les premières choses qu'on fait quand on cherche notre nouveau chez nous d'une semaine sur l'autre, c'est de trouver où est-ce qu'il y a des salles de yoga, où est-ce qu'il y a des salles de sport, est-ce qu'il y a des piscines, est-ce qu'il y a Génial. des balades à faire. Et comme ça, c'est vraiment les premiers réflexes qu'on a. Et la recherche de petits cafés sympas aussi, faut le dire. Bah oui, quand même. C'est Voilà. génial. Ouais. Non, c'est génial, ça fait rêver parce que si tu veux, c'est des choses on est beaucoup à vouloir atteindre, à vouloir réussir à mettre des routines de vie. Enfin, moi, la première, tu vois, j'essaie de pratiquer comme toi la respiration, donc pas de la même manière, c'est différent. C'est une respiration que tu peux faire, quand tu veux, en fait, que tu sois assise à ton bureau en train de conduire ta voiture, pardon. Faire un peu de méditation, de faire du sport, je fais du yoga. Mais tu vois, c'est difficile de toujours trouver le moment pour le faire et voilà, c'est hyper dur en fait d'organiser une semaine. Je trouve que c'est pas si simple. Donc c'est vrai que ça fait un peu rêver, hein, tout ce que tu dis. Vas-y, je t'en En, prie. en fait, ça dépend simplement de à quel point c'est non négociable pour toi. C'est Parce ça. que déjà, le truc, c'est qu'on se met énormément de pression avec les il faut que, il faudrait que j'ai une routine. Oh, et puis il faut que je fasse du yoga, et puis il faut que je fasse de la méditation. Et puis moi, j'ai vraiment plein de trucs aussi à faire. Moi, il faudrait que je fasse mes gratitudes, il faudrait que je fasse mon écriture intuitive, il faudrait que je fasse de l'aquarelle, il faudrait que je fasse plus souvent de la danse. En fait, à un moment donné, il faut aussi se foutre la paix, parce qu'avec toute cette notion de bien-être, d'holisme et de développement personnel, on est en train de créer des nouvelles injonctions qui sont il faut que C'est je fasse vrai, c'est plus vrai. pour être une bonne personne et pour être une meilleure personne. Mais ça, c'est bullshit, hein, c'est complètement faux. On est déjà de très bonnes personnes. On n'a pas à travailler sur nous ou à faire tout un tas de trucs. C'est pas parce qu'on fait notre yoga qu'on est une meilleure personne que quelqu'un qui n'en fait pas. En fait, je pense que c'est hyper important la notion de s'écouter et faire les choses avec amour de soi plutôt que il faut que pour tout bien faire parfait. Donc l'idée, c'est ok se dire qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? Qu'est-ce que ça m'apporte? Si je vois pas spécialement les bienfaits de la méditation sur moi, pourquoi est-ce que je me force à continuer? Moi, honnêtement, je médite vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, que depuis, allez, 8 mois. Avant, je méditais quand j'en avais besoin, quand j'étais pas bien, mais j'ai pas médité pendant des mois d'affilée parce que je ressentais pas le besoin. Mais bien Parce sûr. que, et, et ça fait pas de moi une personne moins spirituelle ou moins zen ou quoi que ce soit. Donc je pense déjà, il faut se foutre un peu la paix. Et puis surtout, quelque chose qui aide, c'est vraiment de définir à quel point c'est important pour moi, à quel point c'est non négociable. Et ça reste encore quelque part un challenge de se dire, en fait, ça, cette routine de méditation ou de respiration, ou même juste cette balade en nature que je veux faire toutes les semaines, à quel point elle est plus importante que trier tous mes mails, faire ces interviews, enregistrer mon podcast, programmer mon podcast, à quel point c'est plus important. Et la première réponse qu'on a, c'est ben non, attends, c'est beaucoup plus important de monter mon podcast, mon truc et tout. Mais encore une fois, il faut penser long terme et se dire en fait, stop, c'est non négociable. Je me pose la question, si je dis non à ça, si je dis non à la méditation, si je dis non au yoga, à quoi je suis en train de dire oui? Ou par exemple, si je suis en train de dire oui à monter mon podcast là tout de suite maintenant, à quoi je suis en train de dire non? Ben, je suis peut-être en train de dire non à un moment de sérénité pour moi, je suis en train de me dire non à moi, je suis en train de dire non à mon sommeil, je suis en train de dire non à mon état de stress. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à mesurer, mais vraiment l'idée c'est d'en faire un non négociable. Et commencer petit, pas vouloir faire 150 trucs. Il y a beaucoup de mes clientes qui me disent ça, qu'elles ont envie de faire plein de routines, plein de choses. En fait, il faut juste commencer petit et se dire, si j'arrive déjà à faire
3 trucs qui me plaisent dans la semaine, c'est top. Et puis quand ce sera bien ancré, que ce sera vraiment une habitude et que ce sera juste un non négociable, tellement non négociable que j'ai même plus à y penser, même plus à me motiver, même plus à hésiter, et ben là, je rajouterai des choses. Mais en attendant, je commence tranquille et petit à petit, on verra comment ça se déroule. Mais tout à fait. Mais tu as tout à fait raison. Et c'est surtout de se dire, pourquoi tu le fais, pourquoi tu veux méditer, pourquoi tu fais Mm. cette respiration, pourquoi tu fais tes cours de yoga. Moi, je sais que je le fais parce que ça m'apporte un bien-être incroyable et que je suis quelqu'un de... je suis un peu comme toi dans le sens, tu disais que tu avais toujours plein d'idées, de trucs, d'énergie. Moi, je suis une Ça te boule canalise. d'énergie, j'en peux plus. Bah oui, j'ai besoin de me canaliser. Et c'est pour ça que c'est important. Je sais que je le fais pour moi et pour mon corps et pour mon bien-être. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je trouve voilà, le moyen de le faire de manière Mhm. naturelle, effectivement, comme tu dis, sans pression. Mais effectivement, Exactement. l'importance est là, tout à fait. Mm. Tu parlais tout à l'heure, Chloé, du fait que tu voyages tout le temps. Mais alors pourquoi? Et c'est quoi ta vie? Parce que c'est vrai que non, mais c'est quand même J'adore hyper cette question. intriguant. Mais oui, mais c'est C'est hyper quoi ta intriguant vie? quand c'est quoi ta vie? Parce que quand on va sur ton Instagram, donc bien sûr que que tout ça, c'est du contenu, ton contenu est magnifique, tu es magnifique, donc forcément, c'est hyper inspirant. On a l'impression que tu vis, dans un lieu paradisiaque ou que tu voyages tout le temps. Donc quelle est ta vie, Chloé? Comment fais-tu? Quelle Où est ma vie? vis-tu? Eh bien, je vis partout et nulle part. En fait, si tu veux, il y a 3 ans et demi, on a tout plaqué, on a tout vendu, nos meubles, nos affaires, tout. Puis on est partis chacun avec une valise, donc avec mon chéri en Australie, en se disant: «Bon, bah, on part 1 an, puis on reviendra». Puis en fait, on n'est jamais revenu. On n'est jamais revenu. En fait, on s'est dit: «Mais en fait, J'adore. il y a beaucoup de trop belles choses à voir dans ce monde, pour qu'on rentre, en fait». J'adore la France, c'est mon pays, je le soutiens, enfin voilà, mais je me sens moi où je me sens bien, c'est quand je suis, heu, à l'étranger, quand je vibre à découvrir des tas de paysages différents, des tas de cultures, des plein de choses, des tas de rituels, des tas d'animaux, enfin ça moi ça me fait plus que vibrer, c'est ça qui m'inspire et c'est ça qui aujourd'hui contribue plus que tout à mon introspection et notamment aussi à mon business, mais à mon couple, à mon épanouissement. Donc en fait, ben, je suis vraiment nomade en fait. On a chacun une énorme valise. Enfin, à vrai dire, j'en ai 2 pour tout vous dire. J'en ai une d'été, une d'hiver, en fonction des pays chauds où je vais. Celle d'hiver, elle reste souvent en France quand même. Et puis en fait, voilà, on voyage comme ça, on vit que dans des Airbnb, on se déplace d'Airbnb en Airbnb. Donc là, à ce moment où on se parle, je suis à Ericeira, une petite réserve de surf au Portugal, encore pour les 2 prochaines semaines. Waouh! Puis ensuite, je sais pas du tout où je vais être. Je pense que je vais être un peu en France et ensuite, je pense que je vais aller au Mexique, puis sûrement au Costa Rica. On verra. Oh là là! Mais voilà, je Tu es en train bouge de tout le nous temps. achever là, hein. Non, non, mais il y a pas que des points positifs. Faut bien comprendre que Non, c'est quand bien même un sûr. style de vie qui est épuisant, qui coûte aussi cher parce que de vivre en Oui. Airbnb, c'est pas simple. T'as pas tes repères. Moi, ça fait 3 ans et demi que je me suis pas assise sur un canapé en me disant: «Tiens, ce cheveu, il est à moi». Donc C'est juste clair. ça, c'est un truc qui est quand même pas simple. Maintenant, depuis 6 mois, j'ai mon oreiller à moi que je me trimballe partout, mais j'en ai pas eu pendant 3 ans et c'est un truc qui est bête, mais de pas posséder un truc à soi, dans une maison, ben, encore une fois, on en revient du coup à devoir instaurer plein de petites routines, à se trimballer, ces petites pierres, à installer, ces petits trucs à brûler. J'ai un petit hôtel que j'installe partout, quand j'arrive dans un Airbnb où j'installe mes pierres, mes oracles, mes petits trucs à brûler, mes machins pour, bah, voilà, c'est mon petit bout de chez moi que j'amène un peu partout. Mais voilà, on voyage vraiment en Airbnb partout, on bouge tout le temps, nos voyages en général sont choisis en fonction des événements qu'on a, soit par le boulot, soit tu vois là, on part au Mexique parce que j'ai un séminaire avec mon mastermind là-bas et que derrière je fais une retraite de Joe Dispenza, donc on va y rester un peu plus longtemps. Puis après on verra où on va aller. On est très appelés par le Costa Rica, le Pérou, mais encore une fois, voilà, on verra. Là, on est rentré en Europe pour ma santé parce que, j'ai des soucis que j'arrive pas à traiter. On se laisse un peu porter. Après, ça fait quand même un moment qu'on a envie d'avoir une base. En fait, nous, notre résidence principale, elle est à Bali. Ah d'accord, donc Donc vous avez quand même voilà. une résidence principale. OK. Alors, on a une résidence principale administrative, mais on n'a pas de maison là-bas. Ah! Pas du D'accord. tout. On en a une pendant 6 mois là, mais qu'on a lâché parce que 6 mois, ça commençait à faire vraiment trop long pour rester au même Ah! endroit. C'est incroyable. mais, euh, mais voilà, mais l'idée, c'est qu'on puisse repartir quand même, se rebaser là-bas. On a ouvert voilà, notre entreprise, notre résidence principale là-bas et qu'ensuite on bouge de partout. Ouais. Mais ouais, on bouge, on bouge.
Mmh. Et tes équipes, alors, tu les gères constamment à distance? Vous vous rejoignez de temps en temps avec des séminaires, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Alors moi, je les gère à distance. Je rentre quand même, allez 3-4 fois en France par an. Donc c'est quand même assez suffisant. Enfin, tu vois, ça fait, plus de tous les trimestres. On se fait des gros séminaires avec tout le monde. Je passe du temps avec elles à chaque fois que je rentre. Donc c'est plutôt cool et puis en plus de ça, quand moi je suis à l'étranger, parfois quand je suis en Europe, elles peuvent me rejoindre. Là, tu vois, elles étaient avec moi la semaine dernière pour faire un shooting pour notre marque de vêtements. On a eu des séminaires, enfin voilà, donc on a dû mettre aussi en place pas mal de choses en fait pour garder des liens très forts, pour le management à distance, des réunions, des moyens vraiment de construire des relations fortes. Et c'est un pari réussi, donc c'est chouette, franchement c'est chouette, mais c'est pas, voilà, c'est pas simple, ça demande beaucoup, beaucoup de communication parce que forcément à distance, il y a plus d'incompréhension, il y a plus de, l'émotion, c'est pas la même chose. Pour souder les liens d'une équipe aussi, c'est pas la même chose. Donc on a trouvé plein de moyens et aujourd'hui, on est hyper, hyper, hyper soudés, quoi. Tout à fait et ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de CEO Ouais, nomades, j'adore d'ailleurs, c'est exactement. le genre de culture d'entreprise que je trouve, incroyable, mais Mmh. ouais, bravo en tout cas. Dans une autre vidéo oui, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur toi Chloé pour, pour assurer pendant cette interview. Tu dis, que tu ne pensais jamais pouvoir incarner la féminité, pardon, alors qu'aujourd'hui, on peut carrément dire que tu es la représentation de la féminité. Pourquoi est-ce que tu disais ça? C'est marrant, bah, merci, merci beaucoup. En fait, j'ai toujours eu, depuis ma puberté, j'ai toujours eu un rapport, déjà très mauvais avec mon corps, toujours, et depuis vraiment ma puberté, enfin le moment où je suis passée d'une petite fille à une femme, je me sentais jamais assez féminine, pas féminine. Vraiment, enfin, j'étais ballottée entre cette idée qu'être féminine, c'était être ultra vulgaire, sale. Il y avait vraiment cette notion de saleté. Pour moi, la sensualité, c'était quelque chose à condamner. Et en même temps, cette idée que de toute façon, j'étais jamais assez féminine, donc jamais assez séduisante, que les hommes me valideraient jamais, que les femmes seraient toutes mes concurrentes. Donc Ah j'ai oui, vraiment été, ah oui, oui, ça a été extrêmement intense et c'est c'est un hyper travail dur, sur ouais. lequel, ouais, ouais, c'est très dur et c'est un travail que je fais encore beaucoup. J'ai gravi des montagnes et des montagnes et des montagnes, mais je sens qu'il y a toujours quand même un travail à faire sur le féminin. Euh, Ouais, ouais, j'étais vraiment, vraiment là-dedans. Donc j'ai été surtout beaucoup bridée par la notion de sensualité, d'accepter son corps de femme, que ce soit, la poitrine, les poils, les cheveux, le fait d'être regardée, enfin, en fait, tout, c'était vraiment quelque chose pour moi qui était à condamner. Et il y a, peut-être 2-3 ans, il y a 3 ans, j'ai été amenée à faire un gros travail sur moi justement pour accepter d'être plus vue, par le sexe opposé, mais aussi par les femmes, finalement par tout le monde, d'être plus vue quelque part et d'être vue comme une femme. Travailler le fait d'accepter que j'étais pas sale, mais que je pouvais être sensuelle. Et, euh, et du coup, ben, faire tout ce travail en plus sur la féminité sacrée, l'énergie féminine, l'énergie sexuelle, enfin vraiment sur tout ça. Et ça a été ouais, un long travail sur, l'acceptation de mon corps. Alors je vais pas dire aujourd'hui que j'adore mon corps, ça serait mentir. J'ai encore, des complexes, j'ai encore, des phases, assez difficiles, mais je l'aime au sens, amour inconditionnel, je l'aime profondément. Je m'accepte comme je suis, j'accepte ma féminité dans sa globalité, j'ai renoué avec ma sensualité à un point où aujourd'hui, moi, je m'en épate. Enfin, je suis vraiment fière de moi aussi là-dessus. Ça fait vraiment partie de mes valeurs les plus hautes. Et je suis hyper heureuse de ça. Mais c'est vrai que c'était vraiment l'opposé. J'étais tellement tout le temps en colère contre les hommes, contre les femmes, contre moi finalement, parce que je me détestais clairement, que mon corps était tout le temps fermé. Je me donnais une allure aussi masculine. J'avais envie quand je faisais du fitness, enfin, je faisais même du bodybuilding, mon idée c'était Ah oui. d'être encore plus masculine. C'était d'être encore plus masculine. Alors qu'on peut être très musclée et hyper féminine, mais moi, mon idée, c'était vraiment d'être plus masculine pour me défendre, en fait. Donc, j'étais tout le temps sous une espèce de carapace anti-féminine, mais surtout anti-énergie féminine. J'étais super yang, j'étais super beaucoup dans la force, dans le dur, dans la réaction plutôt que dans l'ouverture. Ouais, c'est vrai que quand je parle de moi comme ça, je me dis ah ouais, c'est plus moi, c'est plus moi du Bah tout. non, c'est incroyable le chemin que tu as Ouais, fait. ouais.
Ouais, je pense que c'était nécessaire, mais ça se voit encore. Si tu regardes mes anciennes vidéos YouTube, je sais pas si tu l'as fait, la différence entre mes vieilles vidéos YouTube, mes toutes premières, et celles d'aujourd'hui, je l'ai fait hier encore. Je me dis, mais what? What? C'est dingue. Ouais, ouais, c'est dingue. Mais ouais, ouais, il y a toujours ce travail-là. En ce moment, je travaille beaucoup sur l'énergie Kundalini, l'énergie sexuelle, parce que ma spiritualité m'amène énormément à travailler là-dessus. Sur voilà, cette acceptation aussi de sexualité sacrée, ouais, d'énergie Kundalini, de féminité sacrée. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'amènent à ça. Beaucoup de chamans que j'ai vus, de maîtres spirituels aussi qui m'ont dit des choses assez dingues par rapport à ma mission sur Terre, de réunir sensualité et force d'entreprise. Donc, enfin, tu vois, c'est un peu c'est dingue parce que ça explique tout ce travail que j'ai fait depuis des années. Donc, voilà, je Complètement. continue ce travail, mais oui, ça n'a pas toujours été le cas. Mais non, c'est incroyable. Enfin, j'adore, comprendre un peu, si tu veux, d'où on vient, pourquoi on porte, une mission en particulier. Et là, c'est fou le chemin que tu as fait, parce qu'aujourd'hui, tu incarnes finalement cette féminité, cette sensibilité, cette, sensualité. C'est vraiment, tu l'incarnes, quoi. Enfin, Bah, sincèrement, merci. c'est dingue. Mmh, C'est dingue, vraiment. Franchement, bravo. merci. Et tu as été accompagnée par des coachs, des thérapeutes? Est-ce que tu as déjà fait, une thérapie sur du long terme? Alors, j'ai jamais fait de thérapie. Sur ce sujet-là, j'ai jamais été coachée D'accord. du tout parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses de mon introspection que j'ai vécu seule en expérimentant. Beaucoup de gens pensent, par exemple, que j'ai lu, des tas de bouquins, pour arriver à être, à faire du travail de dev perso sur moi. C'est complètement faux, hein. Les bouquins, ça fait pas si longtemps que en tout cas des bouquins de dev perso, ça fait pas si longtemps, que j'en lis, énormément. Enfin, c'est même pas vraiment des bouquins de dev perso en plus, mais non, il y a beaucoup de choses en fait que j'ai expérimentées en méditant, en respirant, en faisant des retraites, des séminaires, en ayant fait des expériences chamaniques. Et puis à chaque fois, en fait, en essayant vraiment de me comprendre, en fait, moi, un des pires trucs pour moi, c'était la danse. Enfin, j'ai toujours dit jusqu'à il y a 1 an et demi encore que je dansais comme un pied, que je savais pas danser. Les seules fois où j'avais dansé, c'était avec de l'alcool, tu vois. Donc, enfin, et maintenant, je fais des danses extatiques, s'il te plaît. Enfin, tu vois, c'est vraiment le Incroyable. truc. Non, mais tu es incroyable. C'est, en Ah! fait, si tu veux, j'ai expérimenté. Donc, ce domaine-là, j'ai vraiment travaillé toute seule dessus. Mais il y a aussi eu des femmes sur mon chemin qui m'ont inspirée de par des phrases qu'elles m'ont dites, de par des comportements qu'elles avaient, de par des comportements qu'elles avaient que moi, je ne voulais pas représenter parce qu'elles faisaient miroir. Elles faisaient miroir. Euh, j'ai vu des femmes qui pensaient représenter la féminité et qui se jetaient dans des comportements, dans des archétypes, des rôles qu'elles jouaient finalement parce que je voyais au fond qu'elles n'étaient pas bien dans leur peau. Donc, si tu veux, ça faisait miroir en moi tout ça. Et je me disais, ah Bien ouais, sûr. en fait, cette femme, c'est moi. Elle est en train de se représenter que c'est en étant habillée plus comme ci, plus maquillée, plus ceci, plus cela, qu'elle va être plus féminine. Mais en fait, moi, j'observe qu'une femme que j'admire, c'est aussi une femme qui se sent féminine en étant juste elle, en acceptant tout d'elle. Donc voilà, j'ai été inspirée par des femmes. Et après, sur le reste, sur beaucoup d'autres choses, bien sûr, j'ai été coachée. Moi, je suis toujours coachée aujourd'hui. Je suis dans un groupe d'entrepreneurs, dans un mastermind chez Martin Latulipe. Donc, je me fais coacher par Martin Latulipe, par François Lemay. Mais ça, c'est plutôt sur l'aspect business ou même l'aspect juste ouais, psychologique, développement de soi. J'ai eu Martin Latulipe la semaine dernière au téléphone parce que je lui ai dit, Martin, je suis larguée, je me sens pas bien, j'ai envie de me renfermer sur moi. Enfin voilà, pour parler de plein de choses. Donc, Bien sûr. je me fais coacher et oui, oui, je me suis fait coacher sur d'autres aspects de notre vie. Je pense que c'est très, très, très important quand on est entrepreneur, mais surtout quand on est coach, il faut qu'on se fasse coacher. Tout Euh, à fait. tout le monde en a besoin. Mais complètement. Je te rejoins à 100 là-dessus. Mm. Quelles sont les femmes qui t'ont inspirée, Chloé? Quelles sont les femmes qui m'ont inspirée? Alors, de connues, parce que le reste, c'est pas Ou forcément pas, des hein? personnes Ça peut connues. être ta boulangère, hein? Oui, oui, ben, en fait, complètement. Moi, ça a été des personnes vraiment sur mon chemin, même des personnes que j'ai jamais revues, Tout tu à vois. fait. Mais une des femmes qui m'a beaucoup inspirée, qui est connue, qui parlera à tout le monde, je pense, c'est Gabrielle Bernstein, qui est une femme que je trouve vraiment dans sa pleine puissance féminine, qui est hyper drôle, mais hyper drôle. Et moi, j'adore les gens qui sont drôles, qui se prennent pas au Ouais. sérieux et en même temps qui sont hyper spirituels et enfin profonds, parce qu'en fait, ça dénote d'une super humilité.
Elle est drôle, elle est féminine, elle est brillante, elle est vulnérable, elle est géniale. Je trouve qu'elle est géniale, cette nana. Enfin, j'aime beaucoup ses travaux en plus, et puis pour l'avoir rencontrée en vrai, franchement, elle est incroyable. Donc c'est vraiment une personne qui m'a beaucoup inspirée. Et puis après, ça a été des personnes en fait sur mon chemin, des copines que j'ai pu rencontrer, des profs de yoga, une prof de chant. La dernière qui m'a inspirée, c'est une prof de yoga de la voix que j'ai rencontrée pendant un atelier, et je me suis dit, mais waouh, en fait, j'ai l'impression que cette femme, ça va être mon moi dans 10 ans. C'est dingue, tout résonne en fait, ça résonne tellement, ça fait tellement miroir, tout se met sur mon chemin comme ça, et ouais, et voilà, je trouve que en fait, ça a été souvent des personnes venues comme ça sur mon chemin, et on pense souvent que nos inspirations, ça doit être des gens qui ont des success stories de ouf et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Je veux dire, Pas ouais, du même la tout. boulangère peut Et nous oui. inspirer, quoi. Mais C'est évidemment, vraiment. évidemment. Non, mais complètement. Avant de passer au rituel, parce que, pendant chaque épisode, on a un petit rituel de fin, et on va y passer dans quelques secondes. J'avais juste une dernière question, enfin un dernier sujet. Tu as dit que si tu pouvais changer le monde, tu rendrais le développement personnel obligatoire dans les écoles dès le plus jeune âge. Et ça, en fait, tu sais que ça m'a donné, alors bon, c'est peut-être un peu too much, mais c'est vrai, ça m'a donné un peu envie de pleurer, parce que c'est quelque chose qui me touche et que je prône. Enfin, c'est juste, voilà. Donc, j'avais besoin de parler de ça avec toi à la fin de notre échange. Ça m'étonne pas du tout d'avoir dit ça, je me reconnais bien là-dedans. J'avais extrême, la nana, tu sais. Non, mais attends, Non, mais mais je le Chloé, pense t'as toujours. tellement Je le pense raison. Mais toujours. oui, mais Non, évidemment. non, mais je le pense toujours. Je le pense toujours. Bon, déjà, je pense qu'il y a un énorme travail à faire sur le système d'éducation aujourd'hui, je pense. Mais bon, à Oh part là là, ça, oui. j'ai pas d'enfant, donc je suis pas hyper bien placée pour parler de ça, de ce que je voudrais pour mes enfants. Mais je pense que oui, au niveau de l'éducation, et d'enseignement, il y a un énorme switch à faire, et je vois déjà de plus en plus d'enseignants qui font des choses mais génialissimes, quoi, et qui amènent des notions absolument magnifiques auprès des enfants, et chaque jour je me dis mais merci à ces personnes-là. Mais surtout, en fait, c'est que le dev perso, pour moi, et je dis le dev perso comme si c'était une matière, mais c'en est pas une, mais toutes ces notions, d'amour de soi, de communication avec l'autre, d'accepter ses émotions, de vulnérabilité, même juste la différence entre un homme, une femme, enfin, juste ça, on nous l'apprend pas. Juste ça, on nous l'apprend pas. Et moi, je trouve ça triste qu'on ait à lire des livres pour comprendre la psychologie du sexe opposé. Juste ça, moi, ça me désole. Ça me désole. Et je pense que, en fait, si on apprenait toutes ces choses-là, si toutes ces choses-là étaient des notions qui étaient rendues banales, et qui étaient un peu désacralisées, ou même rendues moins tabous finalement dès notre plus jeune âge, mais en fait, il y aurait moins de divorces, il y aurait moins de violences, il y aurait sûrement moins de viols, il y aurait plus de communication, plus d'amour, moins de Tellement. jalousie, moins de dépravation, il y aurait moins de personnes addictes à toute substance qui soit. Enfin, moi, j'en suis convaincue en fait. C'est encore une fois, le bonheur, c'est accessible à tout le monde. Le fait d'être heureux et de réussir, c'est un droit de naissance, et c'est pas forcément quelque chose qu'on nous enseigne vraiment. En tout cas, ça dépend voilà, de nos parents, de la famille, des enseignants qu'on a. Et moi, je suis convaincue que si juste on nous disait les choses les plus basiques de la vie, au lieu d'apprendre le théorème de Pythagore, je suis vraiment Oh désolée mon pour les Dieu. enseignants qui écouteront ça, mais quelque part, moi, j'arrête pas de me dire ça. En fait, je me dis, mais si on apprenait juste à comment communiquer de manière non violente, et à accepter juste ses émotions, au lieu d'apprendre de faire des suites arithmiques en maths, enfin, en fait, peut-être que, enfin, j'en suis même convaincue, je pense qu'on serait capable de beaucoup de choses, et d'assainir beaucoup de choses dans ce monde, en fait. Mais tellement, 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 et surtout, qu'on arrête de nous apprendre à être le meilleur, à être tout le temps dans la compétition, mais plutôt à Mm, être la meilleure version de soi. Enfin, ça c'est il y a tellement enfin, voilà, il y a tellement de choses que mm, j'aimerais aussi, si j'avais le pouvoir de changer, certaines choses dans c'est l'éducation, ça, il y aurait tellement de choses à faire. c'est clair. Voilà, donc on a un petit rituel, dans le podcast, Les Locomotives. À chaque fin d'échange, d'épisode, je demande à la personne si elle a une phrase, un mantra, ou un conseil que tu auras envie de partager avec nous. Un mantra, un conseil, je pense que ça va faire écho.
à ce que je travaille beaucoup en ce moment, c'est pour moi, c'est un peu connais-toi toi-même et tu connaîtras le divin. En fait, ça rejoint vraiment toutes les choses que j'ai travaillées depuis toutes ces années, en fait, où je me rends compte que la clé pour absolument tout, que ce soit dans ton entreprise, dans ton éducation, pour absolument tout, la clé est toujours de tourner la loupe à l'intérieur de soi et de regarder à l'intérieur de soi, avec amour, avec non-jugement, avec bienveillance, mais toujours regarder à l'intérieur de soi. Quand on est maman, au lieu d'essayer de se dire « je vais faire passer mon enfant avant tout, je vais tout lui donner pour qu'il soit heureux », définitivement, il faut aussi que les mamans regardent en elles-mêmes et qu'elles voient si elles l'appliquent à elles-mêmes, en fait, parce qu'avant de l'enseigner à quelqu'un, il faut l'appliquer pour soi. On devient le meilleur modèle et la meilleure inspiration possible pour ses enfants, pour ses élèves, pour n'importe qui, même pour ses followers, entre guillemets, vu qu'on parlait de réseau social. C'est comme ça pour absolument tout, et je pense que c'est juste en regardant avec une loupe à l'intérieur de soi qu'on peut tellement changer de choses. On peut changer le prisme à travers lequel on voit le monde, on peut passer d'un prisme de victime à un prisme de puissance, d'une femme puissante, d'un homme puissant. Et à partir du moment où on se connaît soi-même, quand on connaît nos forces, quand on connaît notre lumière, quand on connaît notre ombre, et qu'on accepte tout comme c'est, qu'on accepte notre dualité, quand on entre dans cette espèce de complétude, on connaît le divin quelque part. Donc en fait, on connaît la joie, on connaît la paix, on reconnaît la puissance qu'on a, on reconnaît la puissance de l'univers, on reconnaît notre force, on reconnaît qu'on est tout. Donc forcément, on arrive à être beaucoup plus dans la compassion aussi avec les autres. On noue des relations qui sont aussi beaucoup plus saines. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de gens sont très malheureux et se retrouvent enfermés dans des schémas répétitifs constamment, que ce soit amoureux, business, argent, peu importe, tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ils ne connaissent pas leurs forces, ils ne connaissent pas leurs capacités, ils ne connaissent pas leur ombre, ils ne connaissent pas les histoires qu'ils se racontent, qu'ils entretiennent, qui sont complètement fausses. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment cette idée de connais-toi toi-même et tu connaîtras le divin. C'est super fort pour moi en ce moment. Tout à fait, c'est hyper vrai ce que tu dis. Et Chloé, la dernière question, quel était ton rêve de petite fille? Mon rêve de petite fille. Mon rêve de petite fille, alors ça va pas être joyeux, mais c'était que mes parents m'aiment. C'était que mes parents m'aiment et de rendre fiers mes parents. Mes parents m'ont toujours aimée, ils ont toujours été fiers de moi. Hein. C'est vraiment ça ne tient qu'à moi ce que je dis. Mais moi, j'avais toujours l'impression que c'était pas assez, que j'étais pas assez bien, qu'ils étaient pas assez fiers de moi, que je réussissais pas assez bien, que j'étais pas assez sage. Et c'était mon rêve, c'était que mes parents soient super fiers, super aimants, etc. Et c'est ce qui fait qu'en fait, j'ai toujours couru après l'amour de mes parents, toujours couru après la validation de mes parents. Alors qu'elle était déjà là, hein, clairement, elle était vraiment déjà là, c'est juste moi avec mes yeux de petite fille. Et je sais aujourd'hui que c'est ce qui m'a poussée à avoir des jobs comme ceci, comme cela, à être parfaite, à être enfant sage, à avoir des bonnes notes. C'est ce qui m'a poussée à faire plein de choses, mais du coup, par la suite, quand j'ai pété un câble, c'est ça qui m'a poussée à partir, c'est ça qui m'a poussée à faire les choses par moi-même, qui m'a poussée à faire le travail que j'ai fait aujourd'hui sur ma sensualité, ma féminité, mais aussi sur mon statut de chef d'entreprise, le fait de poser mes limites, ma patience, plein de choses. Et je pense que si j'avais pas eu ce rêve quelque part un peu de désillusion de petite fille, j'en serais jamais arrivée là. C'est fou, et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que tu donnes autant d'amour finalement à travers ta communauté, parce qu'on ressent que tu donnes beaucoup, il y a beaucoup d'authenticité, pardon, et c'est peut-être pour ça finalement que tu donnes beaucoup d'amour. Peut-être aussi parce que je pense que l'amour est toujours juste devant nos yeux et on court toujours après alors qu'en fait il est partout, quoi. C'est vrai. Merci beaucoup Chloé pour cet instant avec toi, c'était formidable, vraiment. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était très chouette. Merci, à bientôt. Salut. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!